Si tu peux présenter du coup la plateforme. Alors oui, en quelques mots, en fait, euh, nous sommes ici connectés sur une plateforme qui va nous permettre, enfin vous permettre de prendre la parole à l'oral devant une audience. Donc la particularité de cette plateforme, c'est que l'audience est visible et représentée, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui sont tous représentées par une petite bulle dont nous avons les prénoms de chaque participant. Donc voilà, c'est une manière de bien se représenter le groupe que nous formons ce soir. Donc à tous les apprenants qui sont connectés pour cet événement, vous avez la possibilité donc de poser vos questions et d'interagir avec les professeurs qui participent. Donc vous l'aurez compris, de deux manières, soit en cliquant sur votre bulle ou alors en ouvrant l'onglet qui s'appelle Conversation. En haut à droite de la page, vous avez le troisième onglet en partant de la droite qui s'appelle Conversation et qui vous permet de suivre toutes les discussions du groupe en direct et de vous aussi participer. Voilà, je vois qu'il y a des premières questions qui sont posées, donc je vais me mettre en retrait pour vous laisser prendre la main. Michel, ouais. Alors avant juste un côté technique, si Jean-Paul, tu nous entends, donc Michel est connecté, il faudrait maintenant le mettre en, lui changer le profil. Bon, oui, écoute, j'y travaille actuellement là. Je suis au téléphone avec Michel. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ben, on va commencer en attendant que les autres personnes du live nous rejoignent. Donc, cette deuxième séance, en fait, va être consacrée à plusieurs discussions. Dans un premier temps, on va vous demander de poser quelques questions et on va répondre à des questions qui ont été posées au niveau de la discussion. Et, dans la deuxième partie, en fait, de l'heure, on essayera de discuter ensemble sur le devoir par les pairs qui vous ont été proposés, en fait, sur la question de faut-il ouvrir ou pas des mines sur le territoire français, et si jamais ça se faisait, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait créer pour exploiter sur le territoire. Donc, c'est quoi cette... C'est moi, c'est une carte de France. Non, non, derrière moi, c'est des calculs Et nous, qui on ne a une carte représentent, de France. qui ne représentent rien, en fait. Donc, je me suis pas présenté, je suis enseignant-chercheur de l'école des mines d'Alès, David Saz. Je travaille sur les thématiques en fait de ressources minérales et d'impact de l'industrie extractive, donc au niveau de l'Institut Mines Télécom et à l'école des mines d'Alès. Quand je parle, visiblement, ça Ah, prend parce que je On vois t'entend on bien. t'entend bien, la Michel. finalité de montre. Donc, je vais essayer de mettre en marche la caméra. Je vais essayer de mettre en D'accord. marche. Ok, je te laisse. Ok, à bientôt. Ciao. Ok, mais dès que tu seras connecté, Ok, je me parfait. présente après. Si tu veux, tu pourras te présenter Ok, et on commencera Oui, oui, à je vous répondre aux entends. questions. Voilà, bonjour à tous. Je vais essayer de vous mettre une caméra correcte. D'accord. Moi, j'espère que tout le monde m'entend là. Tout à Oui, fait. oui, on t'entend très bien. Oui. Même, même l'image de Monsieur Montel avec la carte de France derrière. C'est parfait. Voilà. Hein, Donc pour continuer, donc je fais partie du réseau d'excellence Mines et Société, donc qui travaille sur tous ces problèmes d'acceptabilité d'industrie extractive sur le territoire français, mais aussi de tout ce qui est problème impact environnementaux sur le territoire français. et donc, moi, je suis Jean-Marc Montet, je suis Donc directeur de qui vont l'école. nous rejoindre, donc il y a Jacques-Pierre Piguet qui est un enseignant-chercheur qui se présentera, qui est enseignant-chercheur donc du coup à l'école des mines de Nancy. Et puis Jean-Marc Montel qui lui
Jean-Marc Montel qui lui est donc à l'ENG, à l'école de géologie de Nancy, et Michel Gébrac qui est à l'UQAM et qui va se présenter. Donc les attestations, oui, elles vont être produites, il me semble, le 20 avril, on les produira le 20 avril. Donc, Michel, tu nous entends toujours? Ah. Oui, le 20 avril. Le 20 avril, les attestations, pour répondre à la question qui a été posée. Donc, on va peut-être attendre juste 2 minutes que mes collègues de Nancy et Michel soient connectés avant de démarrer à la phase de questions. Mais vous pouvez commencer à poser des questions dès maintenant. Je vais juste regarder et appeler mes collègues de Nancy. On est là, Attendez nous. juste une pause, On est là, 30 ouais, on est secondes, là, je vais appeler mes collègues de Nancy, voir s'ils n'ont pas un problème technique. On a fait un essai entre midi et 2 et tout marchait très bien. Donc je fais juste une petite pause Ouais, David. Alors, d'une minute. David, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Oui, donc on entend bien les collègues de Nancy. C'est juste toi qui semblais avoir un petit problème local. Ah bon? Oui. Alors, je voyais dans les premières questions qui se posent le temps que Michel se reconnecte, il y avait quel minerai pouvons-nous extraire rentablement en France, qui était posé comme question sur le fond. Et sur quels métaux doit-on investir en bourse? Je n'ai pas entendu vos réponses. Voilà. Donc, alors David semble avoir des problèmes de connexion. Je Il y vais a un problème peut-être. technique, tu me connectes et reconnecte. D'accord. Ça y est. Jean-Marie, si vous savez répondre aux questions, donc les minéraux que l'on pourrait extraire actuellement de manière rentable en France. Il y a deux questions. Qu'on pourrait extraire et qu'on pourrait extraire de façon rentable. C'est quand même deux choses différentes. Vous m'entendez? Ouais. Oui, tout Oui, à fait. oui, David, attends, je te repasse au milieu. Voilà, deux questions différentes, mais je pense que les deux questions sont à Attendez, traiter. si maintenant je vous vois et vous entends, Jacques-Pierre et Jean-Marc. Ce qu'on peut faire, c'est juste rapidement, si chacun peut se présenter. Donc, Jean-Marc Montel, je suis directeur de l'École nationale supérieure de géologie à Nancy. Jacques-Pierre Piguet, professeur à l'école des mines de Nancy. Je sais pas si Michel, ton son marche toujours. Alors, il faut peut-être lui laisser un tout petit peu de temps. Tu peux présenter Michel, hein, son son ne fonctionne pas encore. Je l'ai présenté tout à l'heure, qui est à l'université, donc à l'UQAM au Québec. Donc c'est pour ça qu'on a des difficultés de, de converser avec lui. Donc désolé, je vous avais coupé, vous étiez en train de répondre à une question. Alors, sur les métaux qu'on peut exploiter de façon rentable en France, bon, c'est un peu difficile à répondre tant que les études ne sont pas terminées. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des projets en cours qui correspondent en fait aux anciennes, aux caractéristiques de la province métallogénique française qui a déjà été exploitée. Donc on est à peu près certain qu'on peut trouver des bons gisements d'or, on est certain qu'on peut trouver du tungstène, il y a certainement encore de l'uranium, et puis il y a des projets sur les métaux de type zinc, cuivre, antimoine en particulier. La France a été un grand producteur d'antimoine. Donc en fait, c'est simplement, on va réactiver, on va rechercher les métaux qu'on avait déjà trouvés dans les provinces françaises. Ce qu'on peut exclure, c'est probablement de trouver des très gros gisements comme des gisements de fer de Lorraine. Ça, je pense que s'ils y étaient, on les aurait déjà trouvés. L'autre volet de la question, c'est est-ce qu'ils sont rentables? C'est ce que Jean-Marc vient de dire, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Parce que pour pouvoir qu'ils soient rentables, il faudrait qu'on ait vraiment des projets d'exploitation.
et une évaluation Oui. des Des réserves. réserves, des teneurs, et voilà. Ouais, réserve, teneur et méthode d'exploitation pour avoir jusqu'à la faisabilité et même après, au niveau du traitement, on peut avoir des surprises en termes de coûts derrière. Donc effectivement, c'est vraiment très tôt pour savoir la rentabilité. Après, il y avait des questions, donc des questions qui étaient au niveau de la discussion. Par exemple, l'une, c'était pourquoi réhabiliter les sites miniers en France? Réhabilité au sens environnemental, je suppose, c'est ça la question. Réhabilité parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont été abandonnés sans la moindre réhabilitation ou une réhabilitation très limitée. Quand c'est des sites qui ont été abandonnés il y a longtemps, la réhabilitation, ça n'existait pas. Donc ils sont restés plus ou moins en l'état et là, il y a quand même du travail à faire. Hein. Parce qu'on pense Jacques-Pierre qui... Oui, bien sûr, les exploitations minières en France sont très très anciennes. Hein. Il y en a beaucoup qui sont du 19e, enfin du 20e bien sûr, mais du 19e et même encore avant. Donc la notion de réhabilitation, effectivement, et de protection de l'environnement, elle est récente dans les problématiques qui se posent aux exploitants miniers. Et pour compléter, c'est vrai que c'est des choses qui à l'heure actuelle ne pourraient plus exister sur des nouveaux projets parce que maintenant on demande en étude d'impact de penser à l'après-projet en fait et savoir comment on va rendre à l'environnement un état acceptable. Et c'est vrai qu'il reste beaucoup de sites orphelins sur lesquels il y a des agences à l'heure actuelle, l'ADEME, l'ADREAL, qui travaillent sur l'amélioration de chacun de ces sites, notamment. Il y avait d'autres questions, il y avait une question sur les personnes qui travaillent sur tous ces enjeux d'acceptabilité au niveau du territoire français. Dans, quelles sont les personnes qui travaillent sur l'acceptabilité de réouverture des mines en France? Bah, bon. Et sur ça, en fait, c'est vrai que de parler un peu du réseau qu'on a créé, et Jacques-Pierre, t'es Oui, l'instigateur du réseau d'excellence. je pense qu'il y a c'est assez difficile aujourd'hui d'identifier, à part justement le réseau d'excellence que l'on a créé, des organismes qui sont pertinents sur ces problèmes d'acceptabilité. C'est un problème dont la prise de conscience est récente. Euh, Même si la non-acceptabilité est là déjà un certain temps, le fait de dire bon, il faut prendre effectivement ces problèmes-là comme comme des problèmes scientifiques, c'est quelque chose de récent. Donc on s'est regroupé avec les 4 écoles de géologie, mine d'Alès, mine de Paris, mine de Nancy, dans le but de progresser sur ce plan-là et aussi dans le but de s'assurer de compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales pertinentes pour progresser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de spécialistes de la question en France. Après, il y a des gens qui travaillent sur des problèmes d'acceptabilité en général des grands projets industriels. Parce que les problèmes se posent pour des barrages, pour les autoroutes, pour les centrales nucléaires, pratiquement n'importe quelle installation un peu importante, il y a des problèmes d'acceptabilité. Mais l'idée de rouvrir des mines en France est trop récente pour qu'il y ait des gens qui soient vraiment penchés sur la question particulière de l'acceptabilité de l'industrie minière. Alors, sur cette même question, on peut peut-être dire qu'il existe, et pour relayer ce que dit Jean-Marc à l'instant, il existe une commission nationale du débat public qui a été créée il y a une vingtaine d'années actuellement, et qui était le début d'un commencement de réponse à ces problèmes d'acceptabilité pour les grands chantiers, les travaux d'autoroutes, les travaux de voies TGV, de lignes TGV, etc., etc. Mais c'était un embryon, disons, de prise en compte de ces problèmes d'acceptation, d'information aussi, hein, de la population et des parties prenantes.
Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas eu de problème minier qui ait fait l'objet d'une saisine de la commission du débat public. En France. Il y a une question en fait qui est sur au niveau de la non-dépendance avec les autres pays extérieurs et sur en fait l'influence et sur en fait les échanges qu'on aurait en fait entre la population et les industries extractives pour la réouverture des mines en France, qui pose des gros soucis à l'heure actuelle dans certains cas, comme les exemples qu'on a eu au niveau de la Bretagne. J'imagine que c'était ça qui était traité, et d'autres cas où il y a des phénomènes opposés, comme par exemple au niveau de l'assaut d'IKPI et de Vika à Vildérac, où la population est très pro ouverture de mines, ou par exemple au niveau de Salaux dans les Pyrénées. Donc il y a une question à l'heure actuelle là-dessus tout à l'heure. Je crois que c'était Colette Randé qui l'a posée. Et c'était sur cet avis de la population, je pense, qui était posée cette question. La question de la non-dépendance est en tout cas un argument qu'on peut utiliser dans le débat. Réduire notre dépendance pour un certain nombre de métaux. Évidemment, on sera toujours dépendant pour beaucoup de métaux. Notre potentiel minier est quand même réduit, mais sur des métaux très particuliers, on peut réduire cette dépendance. Et la dépendance est double, hein. C'est une dépendance stratégique, ne pas manquer des produits, et puis c'est une dépendance économique, parce que ce qu'on produit sur notre sol, on n'est pas obligé de l'acheter. Voilà. Et ça, c'est quand même, ça peut être quand même intéressant comme la balance commerciale. Voilà, ce qu'on produit, c'est chez nous et on ne dépense pas de l'argent pour l'acheter. Faut raisonner d'ailleurs sur ce problème de dépendance à échelle européenne, sur l'ensemble de l'échelle de l'Europe, et le potentiel de l'ensemble de l'Europe est encore bien supérieur au potentiel français. Il y a quand même beaucoup de pays où il y a des mines qui tournent, qui fonctionnent. C'est vrai qu'on peut citer la Suède, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal, dans lequel en Europe il y a des mines, Pologne. la Pologne, dans lequel il y a un potentiel et des mines qui ouvrent, effectivement. C'est une stratégie qui est au niveau européen. De quels minéraux sommes-nous dépendants exactement? Presque tout. En particulier des grands métaux comme le cuivre, hein. On ne produit pas de cuivre, l'aluminium, le fer, enfin, rien que ces métaux-là, c'est déjà des quantités monstrueuses dont on est 100% dépendant. Le zinc, ça doit être pareil, le plomb, ça doit être pareil, voilà, tous ces grands métaux. Il y en est très dépendant aussi de ce qu'on appelle les matériaux technologiques, c'est-à-dire tous les matériaux qui interviennent, même si c'est en quantité moins importante que le fer ou le cuivre dans la fabrication des biens de consommation, mais qui sont utilisés pour les téléphones portables, pour les écrans de télévision, pour les éoliennes. Hein, par exemple, beaucoup d'objets récents, hein, en utilisation récente dans les mondes développés. De toute façon, comme on ne produit rien, on est dépendant pour tout, sauf le nickel. Voilà, parce qu'il y en a en Nouvelle-Calédonie, mais pour tout le reste, on est dépendant absolument à 100% de tout de tous les produits. Talc. Oui, et le talc aussi. Oui, le talc, on n'a pas trop besoin de talc. Mais tout le reste. C'est vrai qu'après, le problème de cette dépendance, ça peut créer, comme il y a eu au niveau le conflit Chine-Japon en 2010, où il y a eu la Chine ayant le monopole des terres rares, un conflit avec le Japon, il l'a privé de ces terres rares, et une grosse problématique pour les Japonais de faire marcher leur entreprise. Bon, nous, c'est vrai qu'en France, on a des entreprises qui sont beaucoup moins consommatrices de matières premières, hein. Nous, les entreprises, elles utilisent beaucoup plus du matériel déjà transformé, en fait, hein. Mais la dépendance existe tout de même en pas mal de matériaux, hein. Donc un peu moins en minerais, mais plus en minéraux industriels, comme c'était précisé tout à l'heure. Et puis, il faut pas oublier aussi toute la problématique des granulats, des pierres ornementales, dans lequel on est
très dépendant et où il est aussi également de plus en plus compliqué d'ouvrir des exploitations d'industrie extractive sur le territoire français. Il y a deux produits pour lesquels on est 100% dépendant et on a vraiment besoin de métal, c'est quand même les avions et les voitures. Bonjour. Quand même deux produits qu'on fait en grande quantité qui contribuent bien à la santé de notre industrie et là on dépend à 100% de l'étranger pour tous les métaux qu'il y a dedans. Alors Michel, on t'a entendu? Oui. Voilà, Michel Gébrac est revenu. La webcam ne marche pas, mais le son, lui, fonctionnera. Oui, bonjour à tous. bon, Excusez-moi. On croit que c'est tout près, mais c'est pas si près que ça. On va faire avec le son. Donc je te propose de te présenter. Oui, Michel Gébrac, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal et je suis enseignant également à l'Université de Lorraine. Donc, qui est la personne que vous avez le plus vue dans les vidéos. Donc, on était en train de discuter je ne sais pas si tu nous entendais, de tout ce qui était dépendance en fait du territoire français envers plusieurs minéraux de l'industrie. Donc, Oui, peut-être. Jean-Marc, Je sais pas si ça a été dit, mais le point clé, c'est que je dirais que il y a 10 ans, on considérait que le commerce permettait de s'approvisionner de tous les minéraux possibles et imaginables, parce qu'on était dans un monde qu'on voyait liquide, essentiellement un monde océanique où tout pouvait apparaître. Et c'est assez évident qu'avec la montée du nationalisme, la montée du protectionnisme, on va aller vers ou des droits de douane, voire des embargos sur un certain nombre de produits critiques, et en particulier tous les produits de la transition énergétique. Effectivement, comme ça a été précisé dans le MOOC, tout ce qui est outil de la transition énergétique, éoliennes, panneaux solaires, voitures électriques, sont très dépendants de pas mal de minéraux, métaux qui sont compliqués. Il y a une question. Ah non, c'est un lien qui nous a été envoyé. Donc, on va profiter de ta présence pour répondre à certaines questions qu'il y a eu donc, au niveau du forum de discussion. Donc, notamment, il y avait une question sur les impacts géostratégiques de la distribution inégale des ressources, dans lesquelles il y avait une question sur quelle est l'influence de la distribution des ressources sur les lieux de développement des cœurs. Je ne sais pas si tu... Oui, c'est une belle question. En fait, ce qu'on voit, c'est que si on regarde historiquement, les grands cœurs économiques du monde sont partis avec des pays qui avaient quelques ressources, que ce soit la Chine au Moyen Âge avec l'acier, que ce soit l'Angleterre au 19e avec également le charbon et l'acier, que ce soit les Américains au début du 20e siècle avec le pétrole, le charbon et l'acier. C'est sûr que ça influence grandement la localisation des cœurs économiques parce qu'il faut qu'ils démarrent avec quelque chose. Mais très souvent, ça dure que quelques dizaines d'années maximum parce que ils vont épuiser très rapidement leurs ressources locales et ils vont donc à la fois logiquement aller chercher des produits à l'extérieur et leur vendre des produits manufacturés. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, avec l'Angleterre. Ils avaient des ressources en cuivre, en étain, en charbon au 19e siècle. Ils les ont vendues d'abord à l'intérieur du pays, ensuite à l'extérieur, mais très rapidement, ils sont arrivés à l'épuisement des gisements du Pays de Galles ou de la Cornouaille, et donc ils sont allés à l'extérieur. Donc ils ont développé leur marine et ils ont développé le libre-échange. Donc oui, ça joue un rôle majeur. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la distribution de la population en France aujourd'hui, avec les grandes parties de population qu'on a dans le nord de la France, autour des mines de charbon, en Lorraine, autour des mines de fer. Même des villes comme Alès, évidemment, sont directement liées à la naissance de l'industrie et des ressources. Donc ça joue un rôle déterminant. Quand cette exploitation-là est bien gérée, en fait, on transforme la richesse naturelle du sous-sol en infrastructure pour le pays qui va permettre de poursuivre le développement. On a fait des routes, on a fait des ponts, on a fait des voies ferrées, on a construit des locomotives, et ainsi de suite. On a équipé le pays, après le pays peut s'appuyer là-dessus pour se développer. Effectivement, il y avait, je crois, il me semble, dans la semaine 4, où on en parlait de tout ce développement
d'infrastructures et de, et de services, biens et services qui étaient développés au niveau du territoire. Parce que l'objectif de l'industrie extractive, c'est de s'intégrer au territoire et de profiter également au développement du territoire dans son En fait, ensemble. en fait, peut-être pour dire, il y a quand même un cas particulier qui est le cas particulier de l'or. Parce que l'or, c'est évidemment, ça nécessite des fournisseurs, mais il n'y a pas tellement d'aval dans l'or, hein, parce qu'une fois qu'on a fait une brique d'or, on l'envoie généralement à la bijouterie ou dans les banques. La différence, c'est que l'or, ça sert pour des pays non industrialisés à démarrer l'industrialisation. On le voit bien, par exemple, en Afrique de l'Ouest actuellement. Autrement dit, on démarre avec de l'or parce que c'est assez facile à produire, ça vaut cher, ça se vend sans problème sur le marché international et ça permet de développer des savoir-faire industriels en fait. Mais normalement, ça doit durer qu'un moment. Au bout d'un certain temps, l'or doit être remplacé par autre chose. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest, hein. Ça fait 20 ans qu'ils exploitent de l'or et on voit maintenant qu'ils tentent de passer à d'autres produits, que ce soit des métaux de base, du cuivre, du plomb, du zinc, que ce soit du manganèse, euh, ou voire des terres rares pour le Gabon, par exemple. Ok, donc comme on avait précisé au début, donc on a fait la première partie, on a répondu aux questions qu'il y avait dans le forum de discussion. Et je vous propose désormais, bon, on s'arrêtera si vous avez des questions et n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais sur l'intitulé du devoir qui était sur l'ouverture des mines sur le territoire français et puis les manques qu'il y aurait à l'heure actuelle pour la réouverture des mines sur le territoire français en fait. Donc je vous propose de répondre si vous le souhaitez. Donc Jacques-Pierre, si tu veux commencer ou Jean-Marc? La question, c'est quoi? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu la question. C'est sur l'ouverture des mines sur le territoire français, la réouverture. Parce que c'est vrai qu'il y avait une question au début qui demandait s'il y avait plus de mines. Sur le territoire français, à l'heure actuelle, il reste des mines de sel qui dépendent du régime minier. Il y a encore des mines de bauxite. Mais c'est vrai qu'actuellement, sur le territoire français, Métropolitain, oui. parce que c'est vrai que si on prend la Nouvelle-Calédonie, qui a un régime spécial, Bien. ou la Guyane, dans laquelle il y a des exploitations d'or, en France métropolitaine. Ah, Ouais, Michel. on te voit. Ouais, je suis un peu vert, excusez-moi. Ah oui, c'est sûr, oui. Alors, ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut, je crois, prendre en compte, c'est que la France était un relativement grand pays minier. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc beaucoup de ressources relativement faciles d'accès ont été exploitées et que leur épuisement ou leur non-rentabilité dans le contexte de l'approvisionnement international plus facile et moins coûteux a fait disparaître pratiquement toute l'industrie minière en France. Alors aujourd'hui, ce qui est étudié, regardé, exploré, c'est la possibilité de reprendre des exploitations minières dans des endroits où on trouverait des réserves rentables et suffisamment importantes en volume et en teneur, mais que de toute façon ce processus de renouveau minier, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, et il faut avoir conscience qu'il va durer longtemps. Quand bien même donc les travaux d'exploration se dérouleraient de façon très facile et positive, ce qui n'est pas vraiment le cas en termes de facilité, on rejoint là le problème de l'acceptabilité, il n'en reste pas moins que le temps de la mine, c'est un temps long. Et que donc si de nouvelles mines apparaissaient en France, il faudrait effectivement attendre un certain nombre d'années, au moins une dizaine d'années, en étant raisonnablement optimiste. Voilà. Moi, je pense que ce qui manque le plus, c'est d'abord des compagnies minières, hein. Et en particulier des compagnies minières qui auraient envie d'investir en France. Ça, c'est sûr que tant qu'il n'y a pas de compagnies minières qui ont envie d'investir en France, il n'y a rien qui peut se passer. Et la deuxième chose qui manque, c'est une administration
adaptée, une administration, parce que finalement, ça fait tellement de temps qu'on n'a pas ouvert de mines qu'on sait bien que l'administration française est relativement désarmée pour instruire les dossiers d'ouverture. Et puis après, il faut des capitaux aussi. Donc, je ne sais pas si Michel veut compléter, mais venant d'un pays dans lequel il y a énormément d'activités minières, c'est facile de voir la différence. En fait, il manque un peu tout. Tu veux continuer, Michel? Le problème, c'est que je t'entends pas Nancy. Je t'entends toi, mais pas Nancy. Ah, d'accord. Donc, en fait, Michel disait que, Jean-Marc disait qu'il y avait un manque, il a terminé son allocution en disant qu'il y avait un manque de capitaux et surtout d'industrie française pour développer l'exploitation sur le territoire. Oui, c'est un des éléments. Je pense que d'abord, il faut une volonté claire des gens d'avoir des ressources minérales et d'avoir une industrialisation. L'un des points clés, c'est quand même depuis 15 ans la désindustrialisation de la France. Ça se voit très bien, par exemple, la comparaison avec l'Allemagne. Hein. On a abandonné en fait des pans complets de notre industrie, ce qui explique d'ailleurs certaines des difficultés économiques. Alors ça, c'est un premier élément. Il faut qu'il y ait une industrie, il faut qu'il y ait un besoin. Par exemple, si on veut construire des LED, il faut qu'on ait des métaux pour les LED. Et donc, l'industrie minière s'inscrit dans cette vision économique. Alors, on l'a eu, certains ministres de l'industrie l'ont développé. Hein. On a vu M. Montebourg, par exemple, qui avait développé très clairement une vision stratégique minière. Et puis alors après, effectivement, après, il faut des capitaux. Et en France, on peut avoir des capitaux d'État. Difficilement aujourd'hui parce que l'État est un petit peu à sec. On peut avoir des capitaux publics. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent public disponible. Et puis, il y a évidemment des capitaux privés, en particulier en Europe. Hein. La plus grande bourse mondiale d'investissement minier, c'est à Londres. C'est de l'autre côté du Channel, c'est pas loin. Pour l'instant, parce que Ah, mais même s'ils font le Brexit, ils quitteront pas. Ils seront quand même à 30 km de Calais. Hein. après, justement, pendant que tu parlais, il y a eu des questions. Il y a une question qui était sur si l'État pouvait simplifier tout ce qui était contrat ou je pense délai d'ouverture d'une exploitation. Ça, il y a un vrai problème. Là. Oui, il y a un vrai problème. Je peux donner l'image. Hein, c'est actuellement une demande de travaux. C'est des années de travail. Juste un exemple, dans les revendications qu'il vient d'avoir en Guyane, ce que demandaient les mini en Guyane, c'était qu'on mette plus de fonctionnaires pour traiter plus rapidement les dossiers. Ça montre vraiment qu'on a un vrai problème bureaucratique. C'est ce que disait tout à l'heure Jean-Marc, qu'effectivement, il y a des dossiers sur le territoire d'ouverture de mines qui ont été, pas qu'en Guyane, mais sur le territoire, il y a des dossiers qui ont été déposés il y a plus de 2 ans, et c'est vrai que parce qu'il y a un manque de compétences, même au niveau de l'État, hein, les agences de l'Adréal notamment, pour auditer les projets, il y a des délais qui sont plus longs parce que dans tous les domaines, autant l'État que les industries, que la formation aussi, hein, et la recherche en fait sur tout ce qui est industrie extractive et ouverture des mines, on a un besoin de se redévelopper sur ces thématiques. Oui, puis on pourrait aussi simplifier certaines des procédures aussi. Je pense que justement le fait qu'on ait un peu perdu des compétences font que les administrations se protègent en demandant beaucoup d'avis partout. Et donc évidemment, ça rallonge les procédures. Tout à fait. Bon, tant que j'y suis, il y avait une autre question aussi, c'était sur la question c'était, je la recite, je l'ai écrite. Je veux juste savoir qui sont les autorités et les institutions, à part l'État, qui protègent et obligent à prendre le permis social d'opérer. Je crois que Je pense que c'est la conscience citoyenne qui doit jouer un rôle. Dans le fond, l'État peut réguler, les autorités locales peuvent réguler, mais c'est la conscience citoyenne intelligente, c'est-à-dire informée, qui doit s'exprimer. Mais il n'y a pas de... c'est vrai, pour l'instant, il y a des réflexions, et comme j'ai dit à la vidéo précédente, au live précédent,
sur inclure de plus en plus la population dans les dossiers en fait d'acceptation des projets d'exploration et d'extraction de l'industrie extractive. Mais c'est vrai que pour le permis social d'opérer, c'est avoir l'aval de la population, alors dans toutes les phases de l'exploitation de l'industrie extractive. Puis l'autre élément qui est important, c'est qu'il y a un retour pour la population. La tradition, je dirais, royale, centralisée française, c'était que tous les impôts, les taxes, et on a beaucoup de taxes en France, aillent directement à l'État, et ce qui fait que les populations locales n'en voyaient pas toujours la couleur. Et ça, c'est lié au fait que la plupart de nos impôts sont des impôts indirects. Donc les gens, quand ils payent des taxes, ils les payent sur le carburant, ils les payent sur les salaires, ils ne les payent pas tellement en direct, hein. Il n'y a pas beaucoup de taxes directes en France. Et donc, tous ces taxes indirectes sont centralisées et ne retournent pas aux populations qui sont concernées par les mines. Donc, la difficulté, c'est un peu ça. Il faut que les gens qui ont des mines chez eux, à la fois elles soient pour, mais qu'elles en aient des bénéfices pour elles. Et si je peux rajouter quelque chose, Michel, sur ce plan, c'est la question des redevances que payent les exploitants miniers. Tu as tout à fait raison de dire qu'ils vont essentiellement à l'État. Alors, le code minier, l'ancien, enfin encore en vigueur, prévoit qu'il y ait une redevance très foncière pour le propriétaire du sol, et puis des redevances pour les communes ou les départements, mais ils sont faibles, et même très faibles par rapport à la redevance qui va à l'État. Et c'est un des enjeux de la réforme actuelle du code minier en particulier. Après, c'est vrai qu'on a des exemples à l'heure actuelle de développement de nouvelles entreprises, industrie extractive, notamment en Guyane, hein, dans lequel, comme on l'a précisé tout à l'heure, au niveau des infrastructures, hein, il y a un besoin de développer non seulement les infrastructures minières, mais également les infrastructures au niveau du territoire pour pouvoir réaliser sur le territoire une industrie extractive. Donc, je sais pas s'il y a des exemples Michel, si tu voulais. Oh oui, c'est très simple. Le problème, c'est d'abord les gens. On manque de gens compétents, tout simplement. Il y a pas, par exemple, de mécaniciens qui savent réparer des pelles hydrauliques en Guyane. Quand il y a un pépin, faut faire venir les gens de France. Alors, évidemment, ça fait un peu long, hein, quand on a une pelle pour faire des trous et puis qu'elle tombe en panne, ça pose des problèmes. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut qu'il y ait des gens qui savent faire. Puis après, c'est sûr que l'infrastructure, aussi bien électrique que routière, elle n'a pas été développée, quoi. Je veux dire, il y a une route à une voie avec des villes qui font 50 000 à 100 000 habitants. Donc c'est un vrai problème. L'électricité, les gens ont du mal à se raccorder au système électrique. Donc je dirais même avant même de commencer à faire de l'industrie, il faut que les gens aient l'essentiel, les infrastructures essentielles. C'est pas facile. Et même c'est vrai que la mine c'est un vecteur de flux, un flux énergétique, mais flux de matériaux, et notamment dans pas mal de problématiques, notamment en Guyane, il y a l'apport de ces matériaux. Donc tu as pu citer les routes, mais il y a aussi toute la zone portuaire à développer pour pouvoir faire fonctionner l'industrie, et même sur la phase d'ouverture. Et c'est vrai que c'est un cas qu'on a en Guyane, mais c'est un cas qu'on aura dans beaucoup de projets miniers français, hein. C'est vrai qu'il y a de nombreux projets miniers, il y a une quinzaine de projets déposés à l'heure actuelle, d'autres qui sont en train d'être audités, mais ce qui manque à l'heure actuelle, c'est vrai que ça va être tout ce qui est problématique lors de l'ouverture, et déjà d'avoir fait en amont, d'être sûr qu'il y a un gisement. Et c'est comme le précisait Jacques-Pierre tout à l'heure, c'est bien d'avoir le permis. On a des premiers indices qui vont nous dire qu'il y a une réserve, il y a un gisement. Après, de là à voir si c'est suffisamment rentable pour être exploitable, c'est une autre chose. Et c'est des délais qui font plus d'une dizaine d'années par endroit. Donc c'est déjà une première étape. Mais ajouté à ça, il y a après tout ce qui va être demande d'exploitation, parce que déjà là,
on se rend compte qu'il n'est pas simple de faire les demandes pour l'exploration et on se dit que quelle sera la problématique lorsqu'on va devoir faire un permis sur le territoire sur tout ce qui va être l'exploitation. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des tas de difficultés. Je pense que l'un des difficultés qu'on a, c'est le problème des compétences. Je vais donner un truc très très simple. J'ai regardé il n'y a pas longtemps la liste des emplois miniers. Puis il y a un code en France qui s'appelle le code ROM qui donne l'ensemble des emplois. Bien, quand on regarde les emplois miniers, ben, il y en a certains qui n'ont même pas de code. Parce que le code a été fait il y a 10 ans, à une époque où on n'avait pas pensé qu'il pourrait y avoir de la production minière. Alors vous voyez qu'on est vraiment très loin là. Il y a, non seulement, on ne sait même pas que c'est des professions qui existent. Juste pour répondre à une question, il y avait une question sur l'implication des associations de protection de l'environnement qui vient d'être posée dans tout ce processus de réouverture des mines sur le territoire. Je pense qu'elles ont un rôle absolument essentiel à jouer, parce que ce sont elles qui connaissent le territoire. Donc évidemment, il faut par contre qu'elles comprennent effectivement les enjeux. Et ça, c'est parfois plus compliqué, parce que très souvent, on va avoir un regard très proximal, et la plupart des mines ont une importance nationale. C'est pour ça qu'en fait, quelqu'un a essayé de répondre. C'est pour ça qu'en fait, il y avait un premier contact qui a été effectué par le gouvernement lors de la création de mines responsables, dans lequel l'objectif c'était de rassembler tous les acteurs pour discuter sur la réouverture de mines en France. Et c'est aussi au niveau de notre réseau d'excellence Mines et Sociétés, l'objectif c'est de discuter et de faire avancer la recherche sur l'acceptation des mines, sur l'acceptation des projets miniers, en fait, c'est d'inclure tous les acteurs, notamment tout ce qui est association de protection de l'environnement. Je ne sais pas si à Nancy, vous souhaitez rajouter sur Oui, ces parties-là. Ce que je me prêtais à rajouter, c'était que la disparition depuis quand même maintenant quelques décennies des mines en France fait que la connaissance de ce que c'est qu'une mine s'est perdue. C'est-à-dire que non seulement les associations, mais même les élus, la population générale, n'ont pas une idée très claire, très précise de ce que pourrait être une mine qui viendrait s'implanter sur leur territoire. Alors que, bon, il y avait des analogies qui étaient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mais enfin qui pouvaient servir de référence, disons, dans une époque, encore il y a 20 ou 30 années. C'est vrai qu'on peut citer certains exemples actuels dans lesquels la majorité des projets miniers sont déposés sur des territoires dans lesquels il y a déjà eu des mines par le passé. Et on voit que certains projets dans lesquels, par exemple, au niveau de Villeveyrac, dans le sud de la France, dans lequel l'exploitation a jamais arrêté, on se rend compte que la population est plus en faveur de l'ouverture d'une exploitation. Tandis que dans d'autres endroits où la mine est arrêtée depuis plusieurs dizaines d'années, là, par ce manque de connaissances peut-être, ou par ce qu'il y a pu y avoir par le passé, fait par les industries extractives, qui est pas neutre au niveau de l'environnement, il y a des réticences. Après, je ne sais pas si Jacques-Pierre aussi, vous aviez une expérience sur le projet que vous avez fait dans l'est de la France. Gaz de charbon. Ouais. Oui, le gaz de charbon. Oui, c'est tout à fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les collègues qui ont interrogé, les collègues sociologues, psychosociologues, historiens, etc., qui ont interrogé les populations, la population, des échantillons de population, ont fait ressortir que ceux qui étaient d'anciens mineurs ou qui étaient enfants d'anciens mineurs dans les zones de l'ancien bassin minier des Houillères de Lorraine, en l'occurrence, avaient une perception très positive, une compréhension technique aussi très rapidement de l'enjeu de l'exploitation des gaz de charbon. Par contre, quand on s'éloignait de ces zones-là, la connaissance technique et culturelle, je dirais, de ce qu'est une mine se dissipait, disparaissait, et que par conséquent, on voyait poindre
au minimum une très grande méfiance, une très grande suspicion, de nombreuses incompréhensions par rapport à ce que pouvait être le projet. Donc Michel, vu que tu n'entendais pas l'énoncé 1, c'est le projet Gazouille en fait qui, qui expliquait Jacques-Pierre. Ah, toi, quelle est la perception que tu as par opposition à ce qu'on a au niveau français sur ces questions d'acceptabilité, au niveau par exemple du Canada, mais au niveau des autres territoires que tu as pu... Je pense qu'on a les mêmes enjeux sur la planète, hein. La premier élément, c'est que l'industrie minière, c'est souvent une industrie pionnière. Donc, elle démarre sur des territoires vierges, et c'est plus facile, effectivement. Quand on est sur des territoires historiquement miniers, là aussi, il y a une grande continuité. On connaît des mines qui ont fonctionné 1100 ans. Donc, je veux dire qu'un héritage minier, ça peut fonctionner pendant très longtemps, hein. Et ça, on a des exemples en Europe, en Europe centrale en particulier. Donc ça peut durer très longtemps. Euh, Évidemment, je pense que ce qui a changé, c'est que les gens, aujourd'hui, sont plus des serfs, les gens ont besoin d'être informés, et les gens ont besoin de participer. Donc il y a un gros travail à faire, qui est un travail que les entreprises minières doivent faire, que le gouvernement doit aider, pour insérer les mines dans des projets de développement. C'est pas tout seul une mine, hein, ça doit s'insérer dans un projet de développement. Alors je pense que c'est le travail à faire, et c'est là où on retrouve le rôle de l'État. Hein, la tendance souvent des régimes néolibéraux, c'est d'oublier l'État. Pour développer des mines, il faut un État fort. Ou alors un territoire vierge. Et sur ça, par exemple, au Canada, bon, bien que c'est des projets plus récents, hein, qu'est-ce qui est fait au Canada justement sur On a, ces- on a deux beaux exemples. On a des mines qui se développent actuellement dans le nord du Québec, ce qu'on appelle en territoire autochtone, hein, donc avec les communautés amérindiennes. Et là, ben, ce qui se passe, c'est qu'on a des accords systématiquement entre les entreprises et les communautés qui garantissent l'emploi, par exemple, des communautés, qui leur garantissent des revenus, qui garantissent l'infrastructure. Par exemple, il va y avoir une route qui va être faite. Qui va faire la route? À qui elle va appartenir après? Donc ça, c'est ce qui se passe dans le nord du Québec. Puis dans le sud, là où il y a déjà des mines, ben là, on a des réactions un peu comme en France. C'est-à-dire que tantôt, on a des gens qui sont pour la mine, et puis il y a toujours peut-être 10-15% des gens qui disent, bon, on devrait passer à autre chose, après tout, on pourrait se contenter d'avoir de l'administration publique et puis pas de mine. Alors donc, évidemment, ça fait des débats. Ce qu'on sait historiquement, c'est que ça sert de développement, évidemment, hein. Si on n'avait pas des mines dans le nord du Québec, et ben, là, on aurait tout simplement le retour de la forêt vierge, de la forêt boréale. Il y a même un exemple d'ailleurs concret. La Gaspésie, c'est un territoire qui est à 1500 km de Montréal. Il y a eu une mine, le développement a été arrêté, ben, le village a fermé. C'est vrai qu'on a eu pas mal de cas similaires de fermeture, hein, notamment on a deux beaux exemples dans la région de l'Est de la France et au niveau de la région du Nord alésien, hein, où la fermeture dans les années 80 a engendré beaucoup de fermetures de villages, notamment pour connaître les deux territoires, nous au Nord d'Alès, on a eu ces cas-là dans les années 80 avec des villages qui se sont retrouvés un peu abandonnés, effectivement. Donc c'est la vision-là qu'ont les personnes, en plus de tout ce qui est problème environnemental qu'a pu engendrer les exploitations par le passé. Donc c'est des choses effectivement qui sont à retravailler, à apprécier par le développement en fait de la vulgarisation et d'outils comme on essaye de faire dans ce module pour montrer que l'industrie extractive a pu évoluer et développe en plus des avancées qu'il y a eu au niveau de l'impact environnemental, parce que c'est ce qui avait été le plus grande évolution dans ces 15 dernières années, hein. Maintenant, depuis 5 à 10 ans, toutes ces questions sociétales sont prises en compte et sont développées pour essayer de favoriser non seulement le développement d'une mine sur un territoire, mais également d'associer ce territoire et ces personnes euh, pour qu'elles puissent évoluer et se développer en même temps que l'industrie extractive.
Il y a des choses que vous souhaitez rajouter à Nancy. Vous entendiez bien Michel? Oui, très bien, Michel, nous, ouais. Donc, il y avait une question qui a été posée, un regret en fait sur notre MOOC, c'était qu'il y a tout ce qui est aspect impact environnemental qui a été développé, impact sociétal, et qui manquait une partie sur tout ce qui était les aspects économiques et impact économique que pouvait avoir un projet minier. Je peux en parler en quelques mots, là, regarde. C'est essentiellement, il y a les impacts économiques à court terme et à long terme. Les impacts économiques à court terme, c'est d'abord les emplois, il ne faut pas se le cacher, les infrastructures, parce qu'évidemment, ça s'accompagne d'infrastructures énergétiques, routières et autres. Et puis, ça s'accompagne d'impôts, hein, puisque des impôts et taxes, à la fois des taxes directes, pas très fortes, mais surtout des taxes indirectes, donc sur les emplois, les carburants, l'énergie, et ainsi de suite. Donc ça, il y a un dynamisme économique qui vient directement d'un projet. Un projet minier, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, donc il y a toujours évidemment un impact fort pour les communautés. Et puis après, il y a l'impact à long terme, c'est-à-dire l'impact d'industrialisation, de savoir-faire. On développe à la fois des compétences, et on voit bien hein, dans l'histoire, les mines ont servi de starter à des villes, à des villages qui sont devenus technologiques. On a un bel exemple au Québec, qui est la ville de Sherbrooke, qui est née alors que les Américains avaient besoin de cuivre pendant la guerre de sécession. Et la ville de Sherbrooke, aujourd'hui, c'est une ville de mécanique, d'électronique, avec des centres de recherche d'IBM et ainsi de suite. Et puis on a également la même chose en France, avec Saint-Étienne, par exemple. Saint-Étienne, qui était la ville du charbon, qui est devenue la ville de l'armement, du vélo, et qui est aujourd'hui la ville du design. Donc il y a des impacts à court terme et à long terme. Vous aviez quelque chose à rajouter à Nancy? Nous, on voit que le nord de la Lorraine, il n'y a plus de hauts fourneaux. Enfin, si, il y en a à Pont-à-Mousson, mais on fabrique plus d'acier, mais il y a quand même beaucoup d'acierie. En fait, on fabrique des tôles, on fabrique de la haute technologie, alors que la matière première a disparu. Et le savoir-faire est resté là et est évidemment source de richesse. Après, donc, il reste une dizaine de minutes. Donc, je ne sais pas si les apprenants avaient des questions ou si vous souhaitiez aborder des sujets particuliers. Il y avait une question sur l'adaptation, en fait, de l'exploitation minière au Canada. Est-ce qu'elle peut s'adapter à tout ce qui est directive européenne? Je ne connais pas toutes les directives européennes, mais on va d'abord dire du bien des directives européennes, parce qu'elles sont là pour protéger la population. Donc, je crois que l'idée qu'on ait des normes sévères, qu'on ait des mécanismes de gestion qui soient prudents, c'est plutôt un avantage en Europe. Hein. Alors après, le défaut, c'est qu'évidemment, ça induit des coûts. Et donc, le résultat, c'est que ça veut dire que les gisements vont devoir être plus rentables pour répondre aux exigences de coût. Alors, je crois que si je compare le système canadien au système européen, la grande différence, c'est la très grande simplification qui a été faite dans les lois et règlements au Canada depuis 20 ans. Il y a vraiment eu un effort, ça a été le souci de tous les gouvernants de simplifier les règles de manière à ce qu'elles fonctionnent. Là, aujourd'hui, l'empilement des juridictions en France d'abord, puis en Europe ensuite, fait que ça rend les choses plus compliquées. Donc, ce n'est pas tellement le niveau des normes qui pose problème. Je vais donner un exemple concret. C'est plutôt le nombre de normes, la complexité des procédures. Et je vais donner un exemple. On a ouvert une mine d'or récemment au Québec, une mine d'or qui est collée sur un village, parce que le village, c'est un village minier. Et les normes ont été choisies pour le bruit, la nuit, c'est 40 décibels. Alors, 40 décibels pour une mine, il faut savoir que 40 décibels, on fait actuellement plus que 40 décibels dans une conversation. On doit probablement être près de 50. Donc, c'est très très peu de bruit. Alors, la mine s'est adaptée, elle met des protections sonores partout, et puis elle continue à pouvoir produire, même avec des normes aussi sévères que ça. Donc, qu'on ait des normes sévères, c'est très bien,
mais il faut que ça soit clair en termes de procédure. Comment vous pouvez vraiment valoriser cette simplicité sur l'environnement? Parce qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'en va du point de vue de l'environnement. Autrement dit, les normes, par exemple, qui étaient des normes d'abord californiennes, hein, les normes environnementales ont d'abord été basées en Californie. On s'est rendu compte assez vite qu'évidemment, le milieu californien, ce n'était pas celui du nord du Canada. Donc, on a mis en place des normes qui étaient plus adaptées à la géochimie, aux environnements de pollution du Canada. Là aussi, c'est très clair. On a des seuils à pas dépasser. Il y a des inspections qui sont faites. Donc, à partir de ce moment-là, les gens, ils s'adaptent. Hein. Il y a, J'espère que je réponds à la question. Je vends. Donc, il reste moins de 10 minutes dans ce live. Après, donc, pour revenir donc à la question du devoir, donc sur lequel, d'après vous, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir une mine sur le territoire français, d'après vous? Est-ce que ça va être possible à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ou quels sont vraiment les gros verrous qui pourraient l'empêcher? Je ne sais pas si Jacques-Pierre ou Jean-Marc, vous souhaitez... Bon, moi, je suis assez optimiste, mais je suis un peu optimiste de nature. Il y a quand même plusieurs projets menés par des gens différents, dans des contextes différents. Donc, je pense que dans le paquet, il y en a bien au moins qui va aboutir. Et si le premier réussit, si ça se passe bien, peut-être qu'il y a un certain nombre de barrières et de craintes qui vont disparaître et que petit à petit, on va se remettre à exploiter un petit peu notre sous-sol, de façon raisonnable, mais exploiter un petit peu notre sous-sol. Oui, moi je suis optimiste aussi de nature, et pour compléter ce que dit Jean-Marc, j'ai tendance à penser que les problèmes de rejet qu'on constate aujourd'hui pour un certain nombre de projets d'exploration et au-delà de projets miniers futurs devraient s'atténuer au moment où, d'une part, la connaissance de qu'est-ce que c'est qu'une mine, comme je le disais tout à l'heure, va revenir un petit peu, va être un peu mieux expliquée, et puis que d'autre part, le besoin, l'intérêt, à la fois économique et l'intérêt pour le pays, apparaîtra. On parlait tout à l'heure des difficultés aujourd'hui pour des grands projets d'aménagement comparé à la grande facilité avec lesquelles ils se sont déroulés dans les années 60, par exemple, ou 50, quand il fallait reconstruire le pays après la guerre. Bon, pour la mine, c'est pareil. Après la Deuxième Guerre mondiale, personne non seulement ne mettait en cause l'existence des mines, mais au contraire, c'était un devoir national que d'exploiter le charbon. Donc, sans évidemment, c'est pas souhaité revenir à des situations dramatiques comme celle qu'elle constituait la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans la situation économique du monde, avec, comme le disait Michel Gébrac tout à l'heure, des nationalismes, des protectionnismes qui s'installent, l'intérêt et le besoin d'avoir des matières premières issues de notre pays pourrait devenir plus clair aux yeux de la population et des territoires. Ce qui n'empêche pas évidemment de les associer à toutes les prises de décision, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que il y a l'évidence qu'un pays qui a 2000 milliards d'euros de dette ne peut pas continuer de faire l'impasse sur ses ressources naturelles. Avant peut-être que Michel réponde et que je réponde, il y avait une question d'Éric Villepreux sur la, j'ai pas eu le temps de tout lire, sur la BBO. BBOP. 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 Oui. Tu voulais répondre, Michel, ou Jean-Marc? Bah, Jean-Marc peut répondre s'il veut. Non, je sais pas de. Moi non plus. Je sais pas. Bon. Michel, tu veux peut-être répondre alors à la question sur...
En une fait, éventuelle. sur les BPOP, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait quand même très longtemps que les industriels ont pris conscience qu'il y avait des enjeux majeurs d'environnement et de société. Et il y a plusieurs normes, en fait, et groupes de contact qui travaillent sur l'investissement responsable. Les plus connus étant les principes Équateur, qui règlent effectivement les grands financements internationaux à partir d'un certain nombre de principes. Hein. Il y a en gros, les projets sont classés en trois groupes, hein, sans importance, sans impact environnementaux, avec un impact moyen, un impact gros. Et donc, à chaque fois que on monte en gamme, eh bien, il y a des exigences de plus en plus fortes auprès des compagnies. Le BPOP, c'est un groupe de contact, en fait, où là, il y a des investisseurs, des entreprises, avec un forum qui permet de discuter de ces enjeux-là. Et je pense que c'est vraiment, il y en a beaucoup quand même sur la planète. Hein. Il y a toutes les industries, euh, toutes les, euh, toutes les compagnies, les associations familières ont des groupes de contact sur le sujet pour bonifier les pratiques. Hein. Faut pas se le cacher, l'industrie minière part d'un peu loin quand même. Et après, si tu veux répondre sur l'ouverture des mines en France, sur ton avis sur la faisabilité réelle d'ouverture de projets miniers et de mines sur le territoire français métropolitain? Alors, pour conclure, alors moi ce que je crois, c'est que c'est possible absolument, surtout si ça correspond à un besoin. Alors je vais donner un exemple parce que sur les quelques projets français que je connais, c'est évident que la France et l'Europe sont à risque sur des métaux stratégiques. Ils ne sont pas à risque sur l'or, mais ils sont à risque sur des métaux stratégiques. Donc, si on veut avoir des activités industrielles en Europe, pour donner un exemple, on a besoin de tungstène. Il y a des ressources en tungstène en France, sans aucun doute. On aurait besoin de métaux rares. Il y a quelques ressources, pas très nombreuses, mais il y a quelques ressources en métaux rares en Europe. Donc, autrement dit, sur certains produits, qui ont d'ailleurs été très bien individualisés par les autorités, euh, ça correspond à une logique nationale. Je ne pense pas que ce soit le fer qu'on va produire en France. Il n'y a pas de, le fer, on n'a pas de grandes ressources. Mais sur certains produits, dans un contexte de vision industrielle, c'est certainement, je dirais, souhaitable et possible. Euh, Si je peux répondre également, donc c'est vrai que dans un pays dans lequel il y a un taux de chômage si élevé, un taux d'endettement si fort, il y a un besoin qui est pas négligeable et comme le disait Jean-Marc, se passer de l'apport qu'on pourrait avoir au niveau de l'industrie extractive et de l'ouverture de mines en France serait pas à négliger. Mais c'est vrai qu'aussi si on regarde les flux de matières importées sur le territoire français et de minerais bruts en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de minerais qui sont importés, donc il faudrait recréer toute la filière de traitement, de production, de première transformation sur pas mal de matériaux. Donc c'est vrai que sur l'ensemble des projets miniers, sur la quinzaine ou vingtaine de projets miniers, je suis très positif également. Je pense qu'il y en a au moins un qui va essuyer les plats et qu'après, ça va ouvrir pour les autres la possibilité. Mais alors, ce premier projet minier, il va avoir énormément de barrières à franchir. Hein. Mais c'est vrai que déjà, je vois pas en fait de projet ouvrir avant au moins 5 6 ans, hein, que les permis puissent aboutir. Puis après, je vois bien un délai après d'encore 4 5 ans pour avoir les projets d'ouverture. Donc au moins une dizaine d'années avant l'ouverture d'une mine sur le territoire métropolitain. Je vois pas que ce soit aussi tôt en fait. Mais je vois vraiment la réouverture de mines sur les territoires français, mais avec une difficulté qui va être certaine pour notamment les premiers projets. Les premières installations et minerais qui sortiront du territoire français. Je vois pas ça avant une dizaine d'années, je pense. Donc, je sais pas si vous avez d'autres questions, les artistes ou si Michel, Jean-Marc, Jacques-Pierre, vous aviez des choses à compléter. Je vais dire juste un petit élément, euh, c'est le côté innovation. La grande différence entre développer une mine aujourd'hui et une mine il y a 20 ans ou il y a 50 ans, c'est qu'on a des procédés qui sont tout à fait différents. On a des méthodes qui sont tout à fait différentes. Et donc, les technologies minières ont beaucoup, beaucoup évolué, comme toute l'industrie d'ailleurs.
Ce qui veut dire que pour nous, c'est l'occasion d'essayer ces technologies minières dont on oublie souvent qu'elles sont à l'origine de beaucoup de choses qu'on utilise, hein, à commencer par la plaque minéralogique des voitures qui vient de la minéralogie des mines, puisque c'est passé par le train. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui se font actuellement dans tout ce milieu-là et dont on peut effectivement jouer un rôle. On vient d'ouvrir, par exemple, au Canada, la première mine complètement électrique. Il n'y a plus de gasoil du tout. Ça change tout, évidemment. Il y a une question sur justement l'utilisation du solaire, en fait. Le solaire qui est fait avec ça, hein, d'ailleurs, c'est un minerai de silicium. Le problème, c'est que il faut pas que ça pour faire du solaire. Donc, c'est vrai que c'est une innovation utilisée dans les mines, mais ça demande énormément de terres rares, de métaux précieux dont on a besoin de relancer l'exploitation si on veut utiliser cette manière-là d'énergie pour être dépendant avec du solaire. Je sais pas si c'était ça la question. Jean-Marc, désolé, je t'ai coupé. Non, mais c'était. Oh, mais une mine entièrement électrique, je suppose que c'est une mine souterraine, Michel. Ah, il nous entend pas. Oui, il t'entend pas. Une mine électrique, Michel, Jean-Marc disait, c'est une mine souterraine. Oui, absolument. Oui, à ciel ouvert, c'est toujours des camions. Hein. Et les camions sont électriques. Oui, c'est vrai qu'il y a des camions électriques et pilotés à distance maintenant. Le lithium tourne en rond. Jacques-Pierre? Non, je disais qu'il y a aussi un point qu'il faut prendre en compte, mais c'est le recyclage en fait, parce que on importe sous forme de matière, de produits, de biens d'équipement, beaucoup de métaux, beaucoup de minerais de base sous une forme élaborée, et que on peut les conserver si on sait les recycler. On peut conserver ces minerais, ces métaux de base si on sait les recycler, en partie. Oui, en partie, parce que c'est vrai que le recyclage à l'heure actuelle, il y a énormément à développer. Et c'est vrai que dans le futur, je pense qu'on sera capable, par le recyclage, mais à très long terme, d'atteindre des taux intéressants. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer de l'industrie extractive. Absolument, oui, non, bien sûr. Mais c'est très complémentaire, en fait, en particulier pour les matériaux qu'on ne produira pas sur notre territoire. Tout à fait, c'est vrai. Le base de le recyclage, c'est des techniques qui ont été reprises de l'industrie extractive et du traitement. Yeah. Donc sauf si vous avez des choses à compléter, il y a une question, elle est partie trop tôt, j'ai plus le temps de la lire. Sauf si vous avez des questions à poser, ou des choses à compléter. Je pense que on a débattu plus d'une heure, enfin 1 heure avec les retards de connexion qu'on a eu les uns et les autres. Donc je vous remercie tous, hein, Jacques, Pierre et Jean-Marc pour ce live, et je remercie particulièrement Michel, hein, qui a donné énormément de son temps pour la création de ce MOOC. Bonjour à tous en tout cas. Merci. Donc on vous remercie tous en fait d'avoir suivi ce MOOC et ce live. Ok. Jean-Paul, tu avais quelque chose à dire? Je crois qu'il y a une petite question, donc merci à tous aussi. Une courte intervention de Julien Fumolo qui est très intéressé, sachant qu'on a pu bénéficier de ces outils très performants au titre d'un projet. Et je crois que les personnes de Globe sont très demandeurs d'avoir des retours des personnes qui ont assisté en temps réel à ce live event. Donc je cède la parole à Julien sur le reste, et je remercie tout le monde pour ce MOOC, et rendez-vous à l'an prochain pour la prochaine session du MOOC avec quelques petites améliorations au niveau technologique. Oui, tu voulais intervenir, David, pardon.
Ouais, juste avant, j'ai vu il y a une question qui a été posée, oui. Si vous avez d'autres questions qu'on a pu répondre, parce que c'est vrai que j'ai du mal à utiliser l'outil et le fil de discussion, pour être honnête. Et il y a toujours, en fait, le forum de questions qu'il y a sur le site FenMOOC, en fait, auquel vous pouvez poser vos questions et auquel j'ai pu et on a pu répondre à vos questions durant ces 7 semaines qu'ont duré le MOOC. Merci. Juste une petite minute pour vous remercier d'abord. Et comme le disait Jean-Paul, c'est un nouvel outil qui vient d'être ajouté à France Université Numérique. Et les gens de France Université Numérique et nous-mêmes serions intéressés d'avoir les retours des premiers utilisateurs. Et donc, je vous repartage le message de Leslie qui était connectée parmi nous. Et donc, qui vous propose de télécharger un petit questionnaire pour participer eh bien, au retour et à l'amélioration de cette expérience. Donc, n'hésitez pas à y participer. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Merci à tous et puis à l'année prochaine pour la deuxième session du MOOC. Absolument. Au revoir, à l'année prochaine. N'hésitez pas aussi à nous faire des remarques sur tous les petits besoins de correction